Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Nous sommes le 9 août 2025, en plein été. C'est la canicule, réchauffement climatique de nature anthropique. Les feux, les méga-feux, c'était le feu de l'été. C'était cette semaine, dans l'Aude, massif des Corbières. Et Madame Hidalgo l'a dit, je vais transformer Paris en une ville éponge. Ben oui, vous n'avez pas rêvé, c'est une ville éponge. C'est ainsi qu'elle veut définir la ville de demain avec des îlots de fraîcheur. La dernière folie d'Hidalgo avant de s'en aller, avant de tirer sa révérence en 2026. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bonjour et merci à Jocelyn, à la technique pour la réalisation de cette émission. Merci à Patrice, toujours fidèle au poste, comme toutes les semaines le samedi, pour assurer le standard de Radio Courtoisie. Donc vous pouvez lui laisser, soyez relativement bref pour ne pas encombrer évidemment le standard. Il y a le samedi matin, que ce soit avec Mike Borowski ou moi-même, souvent beaucoup de questions d'auditeurs. Alors ça peut passer évidemment, n'hésitez pas. Et puis si c'est encombré au niveau du standard pendant que Patrice fait de son mieux pour porter les questions, eh bien me porter les questions à Lara Stam qui m'assiste et que je vais saluer dans un instant, que ce soit eh bien, pour les invités dans cette émission. Et sinon, eh bien, vous passez à ce moment-là par un courriel électronique pour les questions des auditeurs. Voilà, donc je vous le disais il y a une seconde, c'est Lara. Lara est présente cette semaine pour m'assister. Bonjour, ma chère Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver sur cette antenne. Malgré la chaleur. Et oui, alors on va faire une petite revue de presse avant de développer le thème que j'ai voulu particulièrement provocateur. Quand l'Ouest regarde vers l'Est, eh oui, ça a changé depuis 1989, la chute du mur de Berlin. Quand eh bien, les Européens de l'Ouest, ou les Européens tout court d'ailleurs, ou beaucoup des Européens, eh bien, ont un attrait pour la Russie. La Russie de Poutine, mais oui, j'ose le dire, le mangeur d'enfants, l'ogre, ce pays totalitaire, ce pays mafieux, selon certains, en particulier pour les médias officiels, en pleine propagande, en plein été, mais toujours en pleine propagande, eh bien, et en pleine panique aussi, hein, comme le sont les chancelleries européennes, comme les Kiev, la panique de savoir que, eh bien, ils vont se rencontrer un 15 août. Trump et Poutine en Alaska, un 15 août, mon Dieu. Vous savez, cette journée du 15 août qui bientôt ne sera plus un jour férié. Monsieur Bayrou en a décidé ainsi, ce qui était la fête nationale, hein, avant la Révolution française. La fête de l'Assomption, la fête de la Vierge. Eh bien, cette fête, ils veulent nous la faire travailler. On voit la persévérance, un petit peu comme l'Union soviétique, sur sa fin, cette décadence de la République française, qui va au bout de ses idées, au bout de sa logique, qui va mourir d'ailleurs pour cela, d'une façon ou d'une autre, qui nous échappe pour l'instant, mais lorsque cela va apparaître, eh bien, nous dirons, mais oui, bien sûr. Ouais. Donc, on peut peut-être commencer, si vous le voulez, Lara, cette revue de presse par, avant d'accueillir notre invité d'ici une quinzaine de minutes, par le versant français, national, et on termine. Allons-y. Et on terminera par de l'international. En international, nous aurons évidemment la Russie, nous aurons évidemment Gaza, et puis nous terminerons par ce traité de paix signé en grande pompe hier à Washington. C'est grâce à moi, je suis l'homme de la paix. Je vais d'ailleurs obtenir, c'est ce que Trump pense, le prix Nobel de la paix, justement. Donc, eh bien, on espère, en tous les cas, que ce sera bien la paix dans ce lieu du Caucase demain. Voilà. Alors, on commence, si vous le voulez bien, eh bien par l'aspect, le versant national de cette revue de presse, tandis que la technique fait semble-t-il, de son mieux pour modifier un certain nombre d'éléments, ce qui me rend extrêmement compliqué la tâche, vous l'imaginez bien. Je suis un homme, un pauvre homme, et on m'oblige à faire plusieurs choses en même temps, ce qui n'est vraiment pas le plus simple pour moi. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe des choses dans mon dos. Allez, on va commencer par la revue. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Ah oui, il y a une erreur, alors qu'il ne sera vu que
d'ici une semaine sur mon nom. Parce que comme vous le savez, tiens, bah, justement, ça me donne l'occasion d'en dire deux mots. Notre émission de géopolitique profonde qui est en direct ce matin à 9 heures, eh bien, sera rediffusée dans une semaine, dans 8 jours plus précisément, toujours à 9 heures, sur le site de Géopolitique Profonde, sur la chaîne YouTube principale de Géopolitique Profonde. On approche bientôt les 400 000. Il faut s'abonner, et je le dis en particulier aux auditeurs de Radio Courtoisie, puisqu'il y a un protocole entre Radio Courtoisie et Géopolitique Profonde qui a pratiquement 2 ans maintenant. Eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde. Pourquoi? Ben parce que nous avons déjà fait la fête pour les 200 000, puis pour les 300 000, et bientôt nous allons être 400 000 sur la chaîne principale. Nous sommes déjà 650 000 sur l'ensemble des chaînes YouTube de Géopolitique Profonde. Cette petite chaîne qui devient grande, qui avance très très vite. Alors il faut s'abonner. Il suffit d'aller sur YouTube, vous vous abonnez. Il y a une cloche et hop, vous êtes abonné. Ça vous permet entre autres d'être avisé avant que l'émission n'ait lieu, quand elle est en direct, tout du moins, des invités de la journée. Voilà. Et donc, vous pouvez comme ça sélectionner vos programmes et plus facilement votre journée. Très bien. Alors, j'espère que la Rastam est revenue dans le studio, même si là, je Je suis ne... toujours là. Elle est toujours là, très bien. Eh ben, écoutez, invisible, mais là, voilà, comme quoi, encore un miracle de la technique. Eh bien, j'ai une assistante invisible aujourd'hui. C'est déjà mieux que rien, vous allez me dire. Et vous auriez raison. Et après, on va me reprocher, bien sûr, de brimer Lara. Mais non, pas du tout. Elle va participer à cette revue de presse. Voilà, merci Lara. Donc, dans cette revue de presse, on va commencer, si vous le voulez bien, par le national. Le national, je vous disais donc, eh bien oui, on nous l'avait annoncé, les salles de rédaction bruissaient depuis le début de l'été, il y allait y avoir un grand feu. Et je n'avais pas besoin d'être Madame Irma, de regarder dans ma boule de cristal pour savoir qu'évidemment, on nous allait nous sortir le narratif du méga-feu. Méga-feu étant un terme qui est un peu moins employé cette année. Peut-être que les cabinets McKinsey qui conseillent le gouvernement ont trouvé que c'était pas le meilleur mot possible. On lui a remplacé le feu de l'été. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est dire le feu de l'été, c'est un petit peu comme une série, vous savez, la série télévisée sur la 3 à 20 h ou à 20 h 30, c'est le feu de l'été. On ne sait pas d'ailleurs si ce sera le feu de l'été, mais on l'a dit, si, ça sera le plus grand feu de l'été. Donc, il n'y aura pas de feu plus grand. Bon, ben, on espère en tout cas que la tramontagne cessera, que les influences marines permettront de fixer et d'arrêter les feux. Feu qui n'est pas du tout de l'ordre de l'humour, ce n'est pas cela, ce n'est pas le feu en lui-même dans ce massif des Corbières, bien triste. Ce que l'on aimerait connaître, c'est les causes et les conséquences. Moi, quand j'étais jeune, Lara, vous voyez, eh bien, il y avait des feux de forêt, il y en a toujours eu des feux de forêt. On cite Napoléon souvent en disant qu'il fallait, eh bien, Napoléon demander à ses préfets de trouver l'incendiaire qui avait provoqué le feu de forêt et de le rapidement passer par les armes. Et que s'il ne le trouvait pas, eh bien, le préfet serait vite remplacé. Bon, bah là, c'est pareil. On pensait et on a toujours cherché les pyromanes. Chercher le feu, bah, chercher le pyromane. Mais non! Dorénavant, c'est la menace existentielle, c'est le réchauffement climatique de nature anthropique, comme l'a dit le Conseil scientifique, qui est évidemment à l'origine de ce feu. Donc on ne recherche plus les causes, alors que les causes, elles sont nombreuses. Elles peuvent, comme par hasard, ça part souvent des autoroutes, de ces concessions d'autoroutes si mal entretenues. Et eh bien les coupables, il faut aller les voir dans ceux qui ont vendu nos autoroutes à des concessionnaires qui n'entretiennent pas le réseau autoroutier. Et par contre, comme de bons péagistes, nous rançonnent, nous les automobilistes. Et la vie n'est pas dramatique, n'est pas un enfer pour l'automobiliste uniquement dans le Paris de Madame Hidalgo, mais dans la France entière, on le sait bien aujourd'hui. Voilà, donc il y a évidemment ce point, comme la vague de canicule qui est revenue, donc tout le monde est heureux. Les conséquences, bien, c'est la gestion, l'ingénierie par la peur, faire peur aux Français systématiquement, essayer de leur faire vivre l'été le plus horrible. Il suffit de voir les cartes météo avec cette espèce de rouge sang comme les yeux injectés de sang, la colère, la peur, la haine. C'est un petit peu ces sentiments qu'on cherche à faire diffuser, infuser dans l'opinion publique aujourd'hui. Voilà, ça c'est le premier thème. Vous en pensez quoi, Lara? Bah, écoutez, c'est pas Est-ce que vous étonnant. avez peur?
Tout est fait pour faire peur, mais on en parlera peut-être au moment de la rubrique internationale sur les effets de la peur sur les peuples. Moi, j'aimerais bien l'évoquer à ce moment-là. C'est tout? Pas d'autres commentaires? Ben, un Bon, commentaire tout de suite, un auditeur de Radio Courtoisie qui a été particulièrement vif, et ça c'est une bonne chose. Hein, il faut en effet, plus vite vous posez les questions, plus vous avez de chances qu'elles passent. Bonjour à vous les permanents des vacances. Bah, bonjour, cher auditeur. Et elle est pleine d'à propos, cette remarque de cet auditeur. Les incendies des Corbières, il faut parler des projets de sites photovoltaïques pile poil sur les communes touchées par les incendies. Exemple, Fonjoncous, la France est un pays très corrompu, l'écologie tient la main de la mafia et réciproquement, comme pour la vente des droits à polluer. Eh ben voilà, cher auditeur, tout est dit. On vous remercie évidemment pour cette magnifique remarque de début d'émission. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actualité nationale, pour nous faire rire ou pas? La publicité, toujours McKinsey. La publicité sur le site en tout cas, c'est une publicité de la préfecture de police de Paris de Monsieur Nounès. Monsieur Nounès, l'extrême droite, Monsieur Nounès, veillez bien, pendant l'été, l'extrême droite n'est pas loin. Hein, Monsieur Nounès. Eh bien, Monsieur Nounès, il voit du profil indo-européen, caucasien, sous-chien derrière les vendeurs à la sauvette. Et oui, on a des vendeurs à la sauvette, vous savez, entre autres, sur la Tour Eiffel, là où vous avez, je crois, pendant l'été, les anneaux olympiques, cette parenthèse enchantée, les Jeux olympiques, les plus beaux Jeux olympiques du monde. Ils ont transformé nos vies. Et faut-il être un peine à jouir et un pisse-vinaigre, comme l'a dit Madame Hidalgo, pour ne pas s'en être encore rendu compte? Eh bien, j'ai en effet ces deux tares, probablement, être peine à jouir et être pisse-vinaigre, car en effet, je n'y ai pas vu les plus beaux Jeux Olympiques de tous les temps, et surtout une cérémonie particulièrement immonde qui nous a été concoctée par le couple présidentiel, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On ne va pas y revenir. Mais enfin, voilà, Monsieur Nounès devrait se chausser de nouvelles lunettes, puisqu'on le sait bien, il y a eu d'ailleurs un rapport du Parisien il y a quelques années qui était sorti sur les origines ethniques, selon que c'est telle ou telle babiole qui est vendue pour les vendeurs à la sauvette à la Tour Eiffel. Ici, c'est des Pakistanais, des Indiens. Ici, vous avez plutôt l'Ouest africain qui est fort bien représenté. Rarement de sous-chien, rarement le Nicolas, vous savez, Nicolas qui paye, Nicolas qui veut se révolter le 10 septembre, on espère que ça marchera d'ailleurs. Eh bien, ce Nicolas qui paye, cette génération, cette tranche-là, c'est lui le vendeur à la sauvette. C'est normal, il n'a pas assez d'argent, il faut qu'il paye. Alors, le samedi, le dimanche, il fait des heures sup et il vend des babioles, des petites tours Eiffel. C'est ce que pense Monsieur Nounès, qui n'en finit pas de se foutre de nous, de se moquer de nous, de se moquer de notre binette, c'est le cas de le dire, et de celle de Nicolas qui paye. Attention, Monsieur Nounès, que vos forces de l'ordre, dont on sait qu'elles ont le gaz lacrymogène et la matraque facile, ne soient un jour débordées à force de provocation des gouvernements, des élites contre leur que- peuple. Nicolas, est-ce qu'à un moment, il n'y aurait pas parmi les forces de l'ordre ceux qui se sentiront suffisamment Nicolas qui paye? Ah, eh oui, peut-être aussi. Ça ne serait pas la plus C'est mauvaise chose qui soit. sympathique Exactement. aussi de voir ça. Fort bonne remarque. Avant-dernier sujet sur la France, la flamme du soldat inconnu. J'avais une envie pressante de fumer. C'est ce que ce Marocain d'origine étrangère, père de famille et un peu SDF aussi sur les bords, est allé bien allumer sa cigarette au pied de l'Arc de Triomphe, sous la flamme ou sur la flamme du soldat inconnu. Il s'est servi de cette flamme pour allumer sa cigarette. Il risquait 1 an de prison ferme. Eh bien, évidemment, il n'aura que 3 mois avec sursis. On connaît, vous avez assisté à une époque à un certain nombre de comparutions immédiates devant les tribunaux correctionnels, à l'époque des Gilets jaunes, je crois, Lara. Eh bien, elle était évidemment, cette juge, plein de mansuétude. Et ce ne fut que 3 mois avec sursis. Le petit Retailleau qui avait tout de suite tweeté, je vais lui retirer son permis de séjour, peut se rhabiller. Ce n'est pas demain la veille que ce Marocain qui aime tellement la France, comme il le dit, puisqu'il va jusqu'à souiller et insulter eh bien, la mémoire de nos poilus, eh bien, ce n'est pas demain la veille qu'il va prendre ses clics et ses claques et retourner dans son pays d'origine. C'est ainsi. Mm. C'est à noter. Peut-être terminé par le gouvernement des juges, Lara. Joli. Gouvernement des juges, que ce soit sur
Sur la loi Duplomb qui a pris du plomb dans l'aile, c'est le cas de le dire, puisque eh bien, le produit chimique qui avait été autorisé comme il est autorisé partout en Europe, entre autres pour les champs de betteraves, eh bien, a été censuré. Il n'y aura pas d'autorisation, ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas eh bien, être d'armes égales à égales avec leurs concurrents, nonobstant les pesticides, dont je suis loin de penser que du bien, évidemment. Mais en tout cas, qu'on assortisse à ce moment-là au moins le fait que ces produits qui ont ce nicotinoïde eh bien, ne puissent pas venir en France. Ce serait déjà la moindre des choses. Et puis, le gouvernement des juges, c'est aussi l'allongement qui avait été demandé par le Sénat à la demande de Retailleau d'allonger suite au meurtre ignoble de Philippines. C'est le meurtre de Philippines qui avait mis plein d'effroi à Madame Hidalgo, qui voyait la main de l'extrême droite derrière la récupération politique de la malheureuse étudiante dans le bois de Boulogne. C'est suite à la mort de Philippines qu'avait été inscrit cet article qui prolongeait le temps de rétention administrative des criminels. Hein. La liberté publique était en cause. Le Front National, le Rassemblement National s'en est plaint. Je ne comprends pas comment le Rassemblement National peut se plaindre aujourd'hui des décisions du Conseil constitutionnel. Ça m'échappe. Je suis désolé de le dire. Hein, je le dis à nos amis du Rassemblement National. Mais qu'est-ce que vous êtes abstenus. Vous êtes abstenus. Vous avez permis à l'ami du président, ce socialiste À une des voix mutuelles. près. Oui, c'était vraiment Richard Ferrand qui expliquait qu'il fallait tout faire pour s'opposer, pour empêcher le Rassemblement national d'accéder au pouvoir. Ils se sont abstenus, ce qui lui a permis d'être nommé, hein, d'être validé par le Parlement euh, à la tête du Conseil constitutionnel. Madame Le Pen, pourquoi vous vous plaignez aujourd'hui des décisions du Conseil constitutionnel? Puisque vous avez participé à la nomination du premier d'entre leurs membres. Je ne comprends pas, Madame Le Pen. Non, je ne comprends pas. Donc, en tout cas, c'est bel et bien le gouvernement des juges qui est en jeu, hein, puisque les juges décident à la place de la représentation nationale. Pendant la période Covid, les libertés publiques, on s'en foutait évidemment, puisque ces jugements ne sont que des jugements d'opportunité. Enfermer les gens, leur faire perdre leur travail, les tuer socialement en les déclassant parce qu'ils ne voulaient pas se faire injecter. Eh bien, ça, ce n'était pas un problème, ça n'atteignait pas les libertés publiques, ça. Mais par contre, si on touche au droit des étrangers à tuer en toute tranquillité, à violer et à massacrer dans le bois de Boulogne, la malheureuse Philippine, ah attention, là, les Saint-Jean-Bouche d'Or, ils ont la main sur le cœur. La France est un pays d'accueil depuis toujours, tout le monde le sait, et il faut faire grand cas des criminels, puisqu'on le sait, le juge fait bien plus grand cas du criminel que de la victime dans cette France d'aujourd'hui. Un mot, Lara? Vous avez tout dit. Je vois pas ce que je peux rajouter. Alors, on passe vite parce qu'on en parlera évidemment avec notre invité sur l'international. Russie. Donc, en Russie, eh bien, ça y est, la décision, ça sera le 15 août, c'est ce que je disais en introduction, en Alaska finalement, et non aux Émirats arabes unis comme c'était attendu. Donc, en Alaska, c'est-à-dire sur territoire américain, mais à la frontière évidemment avec la Russie. Précédemment russe. Absolument. Absolument. Précédemment russe. Donc, ce sera le 15 août, jour de l'Assomption. Jour symbolique s'il en est. Jour des chrétiens et jour des catholiques, hein, ce que ne sont finalement ni, ni Poutine ni Trump, Est-ce que, mais en tout cas chrétiens. est-ce que le mandat d'arrêt international n'est pas un obstacle à ce déplacement en Alaska? C'est ma question. Parce que pour le moment, si l'Europe en a été exclue, c'est aussi parce qu'il y avait ce mandat d'arrêt international Mm. de la Cour. Et donc, la question se pose. Pour le moment, c'est la version du De cabinet Trump. de Trump. Voilà. Oui. Oui, en pleine signature d'un accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il a parlé à peu près de tout d'ailleurs. Je crois que vous avez suivi la Oui, conférence de très presse. peu Sarah, vous allez. d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Oui. Voilà, mais il a beaucoup parlé de lui et de son futur prix Nobel de la paix, Mm. Donald Trump. Bon,
En tout cas, les choses avancent. Les Européens, en tout cas, ça ne sera pas en Europe. Ça montre le déclassement alors que l'Ukraine est en Europe et que toute la partie occidentale de la Russie est européenne, évidemment. Eh bien, ce n'est pas sur le territoire européen, on le sait, même pas en Suisse. La Suisse ayant perdu du fait de la faute de ses Mais gouvernements. référez-vous à cette notion de mandat d'arrêt international. Il y a aussi ça qui joue à chaque fois. Alors, Qui sont ces pays où Poutine peut encore se déplacer sans être ben, ce voilà, sont les pays qui, entre sous autres, la n'adhèrent menace. pas au tribunal international Oui, de oui, c'est ça. justice. C'est les seuls pays, en effet, où ce... Ben, je Qui, crois que c'est le cas des qui, de États-Unis. fait C'est le cas s'exclut. Mais c'est le euh, cas des États-Unis, Lara, c'est pour ça, cherchez pas. C'est le cas Bah, des la États-Unis. précédente visite de Netanyahou rassure, mais quand même, enfin, parce que Mm. Netanyahou est dans la même situation, Mm. rappelons-le. Il y a deux choses différentes. Bien, notre invité principal qui veut prendre la parole, mais on le salue, on finit la revue de presse et on le salue et il dit, qu'il n'hésite pas, il pourra commenter évidemment tout ce qui vient d'être dit dans cette revue de presse. Après la Russie, donc avec l'Europe qui ne sera pas présente, l'Europe n'a plus à être présente. Pourquoi l'Europe serait présente? Malgré les efforts, je lis dans les journaux des Européens, du trio Starmer, Merz, Macron. Bah, tout simplement parce que on n'invite pas à des négociations de paix des fauteurs de guerre, des troubles-fêtes, des va-t-en-guerre, des bellicistes, ceux qui avaient eu et ont laissé passer leur chance. Et la paix, c'était eux qui devaient la garantir. C'était Minsk 1, c'était Minsk 2. Et puis lorsque en Turquie, il y a eu, après quelques jours de l'opération spéciale, l'intervention, eh bien à ce moment-là, des Russes, eh bien, il y a eu une tentative de Parler. négociation et de pourparlers immédiats en Turquie. Et eh bien, c'est le Britannique, euh, Johnson, On a euh, empêché. eh bien, qui est allé empêcher et conseiller fortement à Zelensky de continuer la guerre. Bojo, Boris Johnson, de sinistre mémoire. Donc les Anglais, les Français, les Allemands ont tous, d'une façon ou d'une autre, été des bellicistes. Ils n'ont plus leur place dans ces négociations. Même M. Zelensky attendra avant de pouvoir être partie prenante de ces pourparlers qui pourtant le concernent, ou devraient le concerner, ou auraient dû le concerner en tout cas quand il était président légitime Voilà. ukrainien, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on Faut rappelle. le rappeler quand même quand il était président légitime. Mm. Mais Nicolas, il y a aussi une tendance quand même assez à noter. C'est que les grandes capitales européennes aujourd'hui donnent leur nom à des accords qui sont plutôt du monde voilà, écolo, les accords de Paris. Donc c'est fini les traités de Versailles, tout ce qui était si prestigieux par ailleurs et qui en fait se référait à l'Europe en termes de paix. Aujourd'hui est remplacé par l'idéologie mondialiste et écolo, LGBT et tout ce qu'on veut. Enfin, c'est surtout ça qu'il faut. Aujourd'hui, on n'est plus du tout au centre du monde en termes voilà, de prestige. On peut même dire qu'on est On n'a plus sorti, le prestige. on Oui. peut même dire qu'on est sorti de l'histoire, oui. Tout à fait. On sort de l'histoire par la porte presque idéologique. C'est malheureux, mais oui. Par la petite porte du fond, c'est le cas de le dire. Ouais. Allez, qu'est-ce que je voulais Gaza. Gaza, Ah, l'occupation de la ville de Gaza prochainement par Netanyahou, malgré le désaccord international, malgré un conseil de sécurité qui devrait se réunir rapidement maintenant, mais qui n'aboutira pas plus que les précédents, malgré donc le désaccord de l'ONU, malgré l'ensemble des puissances qui demandent à Israël de réviser son action et de ne pas intervenir militairement pour ajouter au génocide et au massacre. On parle de purification ethnique aussi. À Gaza, c'est un fait difficilement niable. Et donc, le calvaire palestinien eh bien, n'est pas fini, loin s'en faut. Il y a le blanc-seing américain, il faut le savoir. Voilà.
Ça fait partie de ces éléments, de choses qu'on peut difficilement nier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, les choses sont les choses. On les voit quand il y a ces tonnes et tonnes de bombes qui sont jetées sur un espace réduit comme la ville de Dresde, comme l'explique mon ami François Martin. Eh bien, ce n'est certainement pas 60 ou 80 000 morts qu'il y a eu actuellement de civils, mais plutôt 400 000, 500 000. C'est la réalité et ce chiffre va encore très fortement augmenter. Nous sommes dans un génocide. Alors, que le peuple génocidé devienne un peuple génocidaire, ce n'est pas de moi, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui fais ce rapprochement. Ce rapprochement, il y est de fait et il faut l'accepter tel qu'il est. Voilà, donc je sais qu'ils sont nombreux, ceux qui, identitaires de droite, qui considèrent qu'Israël est la pointe avancée de la civilisation. Non, c'est de la barbarie. Ce qui se passe, ce que fait Israël, ça s'appelle de la barbarie, c'est-à-dire la dégénérescence de la civilisation. Civilisation occidentale dans laquelle moi d'ailleurs personnellement, je tiens à le dire, je ne me suis jamais retrouvé. Je suis un Français. Voilà, je suis un Français, je suis un Européen. Je vois là le cœur, et dans mon pays même, le cœur de cette civilisation. La France y est née de l'Église, le christianisme, là et là, la chrétienté, là et là, civilisation. Et il n'y a nullement besoin de recevoir des leçons de ceux dont on rappelle quand même pour Israël qu'ils ont été eh bien, les premiers à nous jeter l'opprobre par espèce de rente victimaire reprochée systématiquement, c'est toujours le cas d'ailleurs, aux Européens d'être ce qu'ils sont. On rappelle qu'à chaque fois qu'on fait une remarque aujourd'hui encore à M. Netanyahou, hein, il faudrait la même chose en France, nous expliquent nos amis de la droite attardée. Eh bien, il faudrait la même chose en France. Il faut savoir que à chaque fois qu'un simple reproche lui est fait, il nous rappelle le fait, l'affaire Dreyfus, l'occupation, la rafle du Veldiv. Ah bah alors, des amis comme ça, on en veut. Ils sont justement dans cette rente mémorielle. Aujourd'hui, elle est bien entamée, la rente mémorielle israélienne. Je suis désolé de le dire et je le répète, et ce sera la seule et unique réponse que j'apporterai à ceux qui peuvent émettre des critiques. En tout cas, je pense que ce genre de réflexion telle que la mienne a toute sa place au sein de Radio Courtoisie, la radio de toutes les droites, de tous les talents de la francophonie et du pays réel. Il faut regarder les choses droit dans les yeux, de les regarder la réalité en face. Et la réalité, c'est, je pense, celle que je viens de décrire. Voilà, même si je suis loin d'avoir la seule sensibilité à représenter. Évidemment, nous sommes sur Radio Courtoisie nombreux à avoir des avis pluriels et c'est ce qui fait toute la richesse de notre radio associative. Vous voulez dire quelque chose sur Gaza avant que je vous interroge sur l'Arménie, Lara? Non, je voulais juste rappeler que récemment, Netanyahou, dans une interview, s'est permis presque de faire de la blague en disant si c'est un génocide, c'est mal fait comme génocide. Tout cela, c'est parce qu'aujourd'hui, tout le monde moderne connaît, on est incapable de chiffrer le nombre de morts. On s'appuie sur les chiffres du Hamas, comme on dit. Et à côté de cela, on a quand même des images. Et sur ces images, Netanyahou annonce que ces maisons détruites, en fait, elles sont vides. Elles sont toujours vides. Et que pour un peuple enfin pour un État qui chercherait à faire du génocide, en fait, il donne l'aide humanitaire. Ça en est à ça. Donc voilà où on est arrivé aujourd'hui dans ce sinistre monde dans lequel on peut se permettre ce genre de remarques en tant que chef d'État. Merci Lara. Eh ben, je vous laisse terminer pour la fin de cette revue de presse qui a pris un peu plus de temps que prévu. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il vous plaît, de cette réunion, de ce sommet qui s'est tenu hier à Washington sous la houlette éclairée de Donald Trump, en présence donc du président d'Azerbaïdjan, M. Aliyev, et du Premier ministre arménien, M. Pachinian. Bah, écoutez, sinistre scène, hein, parce que on avait l'impression, déjà, je commence à douter beaucoup de capacité intellectuelle de Donald Trump. Je pense qu'il connaît mieux les trous de son golf que la carte du monde. Donc, il doit avoir du mal à situer où se trouvent l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Euh, il est introduit sur ce conflit alors que l'Amérique n'a rien fait
depuis des années, depuis ces 35 ans de conflit, qui ne comprend absolument pas les tenants et aboutissants. C'est un conflit dont ces deux États ont hérité parce qu'ils étaient membres de l'URSS, parce que l'URSS a tranché sur les territoires et que ces territoires ont été indûment attachés à une autre république que celle à laquelle en fait les peuples se référaient. Passons. Tout ça, c'est complexe. Vraiment, ça a besoin de beaucoup d'instructions pour accéder en fait à la compréhension de ce qui se passe. Mais l'humiliation, l'ultime humiliation que le peuple arménien a subie hier, elle est, j'ai pas de nom. En fait, donner cette gestion de route qui relie Nakhitchevan, qui est un territoire arménien dont les Arméniens étaient chassés et qui est attaché à l'Azerbaïdjan. Enfin, faut toujours le rappeler. À force de pas le rappeler, on a l'impression que c'est une enclave azerbaïdjanaise qu'il faut attacher à l'Azerbaïdjan. Voilà. Donc, ce corridor qui va relier Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan va passer par l'Arménie, donc ce fameux corridor qui va couper l'Arménie de sa frontière avec l'Iran, et qui sera géré par les États-Unis, qui sera géré par les États-Unis. C'est-à-dire que l'OTAN, n'ayant pas réussi par l'Ukraine, rentre par l'Arménie directement sans qu'il y ait une quelconque discussion, vote, etc. à l'OTAN. Rien de tout ça. C'est les États-Unis qui vont gérer cette route. Ça s'appelle outsourcing. Enfin, moi, en tant qu'Arménienne, j'ai fait hier le deuil de ce que c'est un État, l'Arménie. Je pense qu'on est devenu un peuple de réseau, c'est-à-dire qu'un peuple de communautés composites à travers le monde, qu'on n'a plus d'État, en fait, et parce que Soros et Open Society ont réussi ce laboratoire d'ingénierie sociale où, à force d'oppresser un peuple, c'est-à-dire lui infliger une défaite alors qu'il n'a pas pu se défendre, on lui a interdit de se défendre. Ce Pachinian a interdit aux Arméniens d'aller combattre en Haut-Karabakh pour défendre ce territoire. Il faut le rappeler que ça. Il choisit à chaque fois la honte au nom de la paix pour pas avoir la guerre. Et en fait, il a la honte et la guerre. C'est tout ce qu'il va gagner. Et en fait, l'Arménie va disparaître. Il faut juste que on commence, les Arméniens, à s'habituer au fait qu'on n'aura pas d'État. On va rester des communautés et pour rester arménien, il va falloir davantage penser à transmettre la langue, transmettre la culture et la chrétienté arménienne. Et c'est tout, c'est tout. Moi, j'ai fait hier le deuil, c'était un spectacle abominable. Ça n'avait pas de nom. C'est-à-dire, il y avait deux espèces de paillassons orientaux qui savait pas de quel côté en fait lui illustrer ses bottines et lui qui ne comprenant même pas l'enjeu de ce qu'il faisait, je pense, hein, il ne comprend même pas. C'est-à-dire c'est l'accès de la Turquie à toute l'Asie centrale. C'est-à-dire le fameux Touran, ce qui était potentiellement un projet qui ne pouvait pas se réaliser, était une théorie, voilà, comme ça. Bah, là, c'est en train de se mettre en pratique. Donc voilà, j'ai pas d'autres mots à dire, mais la Russie a raté ce coche-là. Je pense que c'est aussi une humiliation pour la Russie. Tout a été fait par les Sorosiens pour en fait mettre la Russie dans une espèce voilà, de coin dans lequel elle pouvait même plus envoyer des coups. Et c'est fait. C'est fait. L'Arménie est membre de l'OTAN. Sans qu'il y ait un quelconque vote, traité ou autre, l'OTAN va s'occuper de ces routes. Donc, Merci Lara. Merci de ces informations. Et puis ben, on suivra évidemment la suite parce que ce n'était qu'un sommet. On verra comment ça va se traduire sur le terrain demain et si et je réellement. précise que c'est confirmé, hein, l'Alaska. Donc, voilà, depuis, même Ushakov, le conseiller de Poutine, a confirmé. Ça, c'est pour, là, c'est pour autre chose. Là, c'est pour Oui, c'est le autre chose. sommet entre Voilà. du 15 août, c'est ça. Non, mais entre-temps, voilà, j'ai eu le temps de D'accord. regarder les dépêches. Et effectivement, bon, je vous laisse avec votre invité. Je suis ravie. Il va vous donner plus d'informations. Attendez, avant, il y a encore un auditeur, 10 septembre. Avez-vous vu passer cette information soupçonnant que l'organisateur de la révolte du 10 septembre, vous savez, le 10 septembre, c'est-à-dire on arrête tout, Oui. serait à l'Élysée. Ah,
Oui, mais c'est encore une fois, c'est des méthodes d'ingénierie sociale, faire peur et puis s'occuper de. J'ai pas terminé là-dessus d'ailleurs. Vous voyez, les Arméniens, ils ont perdu une guerre, ils sont retrouvés abattus, ils sont retrouvés complètement humiliés, alors qu'on leur a même pas permis de se battre. Et en fait, sur ce peuple humilié, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça passe crème. Ça, y a plus de révolte possible. C'est terminé. Il a perdu toute volonté d'agir et d'exister, ce peuple. Donc, les Français et nous sommes en train de voir ça. Le processus sera peut-être plus long, mais il est très, très efficace. Merci Lara. On rappelle que nous sommes dans le livre journal de Géopolitique profonde et que le Géopolitique profonde, c'est aussi une revue confidentielle. Par exemple, la numéro 26, c'est la dernière, avec entre autres une lettre ouverte à la représentation nationale de Francis Lalanne, mais aussi Pierre-Antoine Plaquevent, tiens, Pierre-Antoine Plaquevent, que j'espère réinviter rapidement sur Radio Courtoisie, Métapolitique européenne, vous savez, Pierre-Antoine Plaquevent, l'auteur avec de nombreux ouvrages, dont les ouvrages avec Youssef Indy, Laurent Ozon, La révolution des intelligences en technosciences. Voilà, énormément d'articles. Une semaine de gratuité pour cette revue confidentielle dans sa version papier comme numérique. Vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière et puis les produits dérivés de géopolitique profonde. Nous sommes une communauté, c'est pour ça que je vous disais, puisqu'il y a cet accord d'émission tous les samedis matins entre 9h et 10h30, suivi de Libre Journal des controverses de Mike Borowski, animateur lui-même de GPTV. Eh bien, cet accord nous permet de pouvoir diffuser sur les ondes de Radio Courtoisie, ce qui est un bonheur pour moi, patron d'émission depuis plus de 15 ans maintenant sur Radio Courtoisie, de pouvoir ainsi animer cette émission de GPTV du samedi matin. Voilà. Alors, notre invité du jour, qui n'est autre que Cyril Delattre, de Lattre, plus loin, hein. Et oui, et ce n'est pas un hasard, c'est bien une filiation, mon cher Cyril, avec le maréchal Delattre de Tassigny, qui est, je crois, l'autre branche de la famille. Il est expert aéronautique, analyste géopolitique et stratégique. Bonjour Cyril. Bonjour Nicolas, bonjour à tous, bonjour Lara et bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie. Voilà, Radio Courtoisie, qui est enchanté de recevoir aujourd'hui Cyril Delattre. Cyril, vous avez été pilote, commandant de bord, hein. Ça, c'est une de vos premières vies, si j'ose dire. Même si vous avez été par ailleurs pompier volontaire, vous allez peut-être nous dire deux mots. Vous allez pouvoir commenter, si vous voulez, hein, quelques minutes, la revue de presse. Vous avez donc été pilote, formateur, à la fois sur Airbus et Boeing. Donc, vous connaissez bien euh, à la fois les deux compagnies et les avions, le type d'avionique. Évidemment, donc on pourra peut-être en dire quelques mots. D'ailleurs aussi des avions russes, tiens. Comment se situe-t-il par rapport à ces deux mastodontes que sont Boeing et Airbus? Et puis, donc, vous avez, suite au 11 septembre 2001, hein, vous l'avez dit, cherché à vous intéresser et à faire une analyse géopolitique et géostratégique mondiale. Et ça a continué avec la guerre en Afghanistan, Libye, Syrie et bien sûr le conflit en Ukraine depuis 2014. Et vous insistez bien que le conflit, il n'a pas commencé en 2022, mais en 2014. Voilà. Mais vous êtes sur ce domaine de formation autodidacte. Mais je Absolument. pense que les auditeurs vont se rendre compte que vous êtes quand même expert par ailleurs, ou spécialiste en tout cas, de ces sujets, mon cher Cyril. Alors d'abord, si vous le voulez, commentaire libre sur la revue de presse. Alors, je vais m'exprimer quelques instants sur le fameux feu de forêt qui a eu lieu dans l'Aude, parce que Oui, j'ai moi-même été donc pompier volontaire au SDIS 41, et j'étais qualifié, ce qu'on appelait à l'époque FDF1, donc feu de forêt niveau 1. Euh, le FDF2 était pour les officiers, donc je n'étais pas encore officier. C'est pour ça que j'ai pas pu le faire. Ce qu'il faut bien, il y a un auditeur qui a mis au jour un aspect qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et j'ai publié d'ailleurs un article hier sur ce sujet, notamment sur ce feu de forêt bien particulier. Il faut faire des recherches sur certaines entreprises, notamment une qui s'appelle Hexagone, qui est une société qui s'occupe des panneaux photovoltaïques. Et il y avait effectivement un projet d'établissement de ferme photovoltaïque exactement à l'endroit qui a été ravagé par les flammes.
Et quand on fait des recherches, en fait, on s'aperçoit qu'il y a toute une myriade d'entreprises qui va derrière, avec des gens qui disparaissent, qui finissent par devenir des fantômes. Mais tout tourne autour de ça et ça passe de société en société, y compris à l'étranger. Donc, c'est une grosse nébuleuse. Mais quand on recherche un peu plus haut, on s'aperçoit qu'il y a d'autres incendies qui ont eu lieu en France dans les 5 dernières années, qui ont donné naissance à justement des fermes photovoltaïques ou des puits de pétrole à circuit court. Celui qui était du côté de la dune du Pilat a donné naissance à 3 puits de pétrole à circuit court. Et celui qui a ravagé 50 000 hectares de pins du côté des Landes, en Gironde, a donné naissance à une ferme photovoltaïque. Et cette fameuse ferme photovoltaïque dans l'Aude, le projet a été rejeté il y a quelque temps. Alors maintenant, c'est bien pratique parce que comme il y a eu un feu, eh bien, il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien. Donc, ça va probablement permettre d'accélérer la création de cette ferme. Donc, je ne crois pas trop aux coïncidences. Je suis pas complotiste, mais je ne crois pas du tout aux coïncidences. Et le deuxième aspect, c'est que Bérou nous a foutu ça sur le dos du réchauffement climatique. Donc, il est mignon, mais voilà, il faut bien rigoler 2 secondes. Mais par contre, il y a un autre scandale dont peu de gens parlent, c'est qu'en France, on a 12 ou 14 Canadair. Sur ces 12 ou 14 Canadair, on n'en a que 4 qui sont opérationnels, ce qui est un véritable scandale. Et il faut savoir qu'il y a des crédits qui avaient été alloués pour acheter des Canadair. Et je voudrais vous dire rapidement qui est à l'origine de l'échec de ce Oui, rachat de Canadair. C'est ni plus ni moins que Gabriel Attal, à oui. l'époque où il était Premier ministre, qui a fait capoter tout le truc en disant l'argent, on va l'utiliser à autre chose. Et donc, ben oui, mais quand on est en relation, en fait, ces crédits qui étaient alloués pour acheter des Canadair dont on a besoin, je rappelle que nous, on utilise des Canadair, on utilise du Tracker, on utilise, il y a un Dash 8 qui a été modifié. On a d'autres avions qui sont parfaitement adaptés pour faire ce genre de choses. Aux États-Unis, il y a du 747 qui a été modifié pour pouvoir faire de largage. Il y a du DC-10 qui a été modifié pour pouvoir faire de largage. En France, on est en train de réinventer la roue pour voir si on ne pourrait pas faire la même chose avec de la 400M, etc. En Russie, chez nous, on a du Bereyev P200. On a tout un tas de trucs. Il n'y a qu'en France où il n'y a y a rien qui bouge parce que c'est impossible de mettre en place ce genre de choses. Et au lieu d'investir sur ces Canadair, eh bien, on investit 1,4 milliard d'euros pour essayer de dépolluer la Seine pour que une bande de zozos puisse se baigner 48 heures pour les Jeux Olympiques et qu'après ce soit décrété, ah ben non, c'est pas baignable, donc on arrête, etc. Voilà. Donc, quand on fout par les fenêtres 1,4 milliard alors qu'on aurait pu s'en servir à autre chose, surtout pour ça, et que dans cet incendie de l'Aude, il y a des gens qui sont décédés, il y a des pompiers qui ont été blessés. Moi, je suis désolé, mais ça me met un peu en rogne, quelque part. Je partage totalement cette analyse. Un autre point sur lequel vous vouliez intervenir, que ce soit l'Arménie, Gaza, la Russie. Ah, l'Arménie, Lara a tout dit. J'ai rien de plus à ajouter. Je partage tout à fait son point de vue. Il n'y a rien à rajouter. Sur la réunion du 15 août, là, par contre, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, Euh, Moi, je m'attendais pas à l'Alaska, mais finalement, c'est pas forcément une mauvaise idée. oui. D'abord parce que les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI, donc Vladimir Poutine est à peu près tranquille là-bas. C'est proche de la Russie. L'Alaska a été russe, d'ailleurs, il y a très Voilà, très c'est ça. C'est longtemps. ce que Voilà, Lara a expliqué, oui, tout tout à à fait, fait. ouais. Donc c'est pas une mauvaise chose. Après, il faut pas s'attendre en fait à ce qu'il y ait grand chose, en ce sens que c'est très bien que la Russie ait des rencontres avec les États-Unis. Ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de rencontre au sommet, donc moi je mets ça sur reprise d'une relation diplomatique normale, on va dire, à peu près Ouais. normale. Après, je pense que Trump fait du Trump comme d'habitude. Et mon analyse à moi, mais qui n'engage que moi, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un cessez-le-feu qui soit décrété à l'issue de cette rencontre.
pour deux raisons. La première, c'est que la Russie veut traiter dans le fond le problème et pas simplement en surface pour éviter que ça recommence. Et la deuxième chose, c'est que Trump essaie de désengager les États-Unis de ce bourbier ukrainien et simplement, il ne sait pas comment le faire pour éviter que ce soit un échec comme le retrait d'Afghanistan a été un échec et une humiliation pour les États-Unis. Alors effectivement, Trump dit très justement, c'est pas ma guerre, c'est pas moi qui l'ai commencé. Ouais, ok, n'empêche que c'est ton pays qui l'a commencé. Et aujourd'hui, il essaye de se désengager. Et à mon avis, on va voir très rapidement Zelensky qui va commencer à prendre la parole pour dire qu'il va refuser absolument toute négociation de cessation, même temporaire, de territoire, parce qu'en fait, c'est ce qui avait été dit par d'autres, notamment par Petr Pavel, le président tchèque. Euh, il va refuser tout ça et je pense que les quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire Macron, Starmer, Merz, Tusk et puis Van der Leyen, ont déjà briefé Zelensky pour lui dire il faut tout faire pour que rien de bon ne puisse sortir de cette rencontre de façon à ce qu'on puisse continuer de draguer les États-Unis dans ce conflit, ce que Trump ne veut pas. C'est pour ça que je pense que ça va être particulièrement compliqué. Moi, je mets ça sur une reprise des relations diplomatiques, un réchauffement des relations diplomatiques entre la Mhm. Russie et les États-Unis. Je ne pense pas qu'à l'issue de ce 15 août, on aura une solution sur le conflit en Ukraine, parce que les Ukrainiens et Zelensky ne veulent absolument rien négocier du tout. Pour lui, c'est la fin. Euh, il devient un problème pour tout le monde et il devient un problème pour les Américains. Et à mon avis, Trump, comme d'habitude, mais ça je l'avais écrit déjà l'année dernière, lui, il va complètement se désengager du truc. Il va dire, bah, je peux pas, je peux rien faire, j'essaye, mais j'y arrive pas. Et les Européens vont se jeter à corps perdu dans cette saloperie au lieu de s'en retirer tout de suite. Donc, voilà. Après, il n'y a pas les Européens, c'est très bien, ça a été dit aussi. Enfin, rien de plus à rajouter là-dessus, tant pis pour eux. Et Zelensky, en fait, le président Poutine n'est pas opposé à rencontrer Zelensky. Il l'a dit d'ailleurs, mais cette rencontre aura lieu quand il y aura quelque chose à signer et quand on se sera mis d'accord. Moi, je vais rajouter autre chose, c'est que Zelensky est un président illégal et illégitime, même si ça a déjà été dit, mais je le répète. Et pour la Russie, signer un accord de paix avec un président qui est illégal et illégitime veut dire que 48 heures après, cet accord peut être dénoncé par n'importe qui et on recommence. Donc, il est très important de régler le problème Zelensky de façon à ce qu'il y ait aussi un président légal et légitime qui puisse engager l'Ukraine dans ce processus de paix. Et ce n'est pas Zelensky qui peut le faire. Alors, est-ce que ce sera Zaloujny ou est-ce que ce sera un autre Mhm. honnêtement, j'en sais rien. Zaloujny est actuellement l'ambassadeur d'Ukraine en Grande-Bretagne. Donc, c'est devenu un asset du MI6 et probablement de la CIA aussi. Est-ce que ce sera lui le prochain président? Ça, je ne suis pas voyant, j'en sais rien. Mais il en faudra un pour signer ces papiers. Merci Cyril. On va passer dans un instant le bobino de Radio Courtoisie. Mhm. Juste cette remarque d'une auditrice tout à fait d'accord sur votre constat sur Gaza et sur l'exploitation de la rente mémorielle. D'ailleurs, que voulez-vous faire avec des cultures basées sur le ressentiment, le sentiment de persécution et la haine de l'autre? Et je mets l'islamisme dans le même sac, nous Exactement. explique cette auditrice. Je déteste Macron, mais son désir de reconnaître la Palestine me semble relever du courage et pas uniquement du calcul politique. Qu'en pensez-vous? Bon, il y a un calcul politique. Il y a un calcul politique du fait de l'évolution de la population et donc aussi de l'électorat en France aujourd'hui. Il y a une volonté de concurrencer à gauche, évidemment, la position maximaliste sur la Palestine et Gaza du nouveau Front populaire et en particulier de M. Mélenchon. Est-ce qu'il y a une sincérité chez cet homme? Ça, je vous laisse le penser, vous avez le droit de le penser, chère auditrice. Évidemment, je n'irai pas me mouiller sur ce. Je ne suis pas dans la tête de Macron et encore moins dans son cœur. Je ne sais pas, Cyril, si vous avez un mot à dire. Euh, je pense que
on ne peut pas reconnaître quelque chose qui n'existe pas. Or, pour reconnaître l'État palestinien, déjà, il aurait fallu le construire. Aujourd'hui, la seule chose qui est faite, c'est que les Israéliens font tout pour qu'ils n'existent jamais, puisqu'ils sont en train de raser Gaza complètement. C'était l'objectif Et du... effacer en Cisjordanie les Palestiniens avec les colons Exactement, absolument. qui tirent à vue. Il faut le savoir Absolument. aussi, ça. Hein. Oui, oui, Ça, tout à c'est fait. aussi Ouais. le réel, ça. Hein. Donc, je pense que effectivement, un État palestinien aurait été une solution de paix, mais ça, il fallait le faire il y a déjà bien des années. Si ça n'a jamais été fait, c'est parce que personne ne voulait que ça se fasse. Je pense que la décision de Macron de reconnaître l'État palestinien, c'est du pur cynisme électoraliste. Euh, si Macron avait le moindre intérêt pour l'État palestinien, je rappelle que la France reconnaît la CPI et elle aurait fait poser l'avion de Netanyahou lorsqu'il a survolé le territoire français pour se rendre aux États-Unis et il aurait été arrêté pour être traduit devant la Cour pénale internationale. La France ne l'a pas fait. Donc, si elle ne l'a pas fait, c'est qu'il voyait certainement une raison de ne pas le faire. Je ne suis pas non plus dans la tête de Macron et encore moins dans son cœur. Euh, mais si Macron ne l'a pas fait, c'est qu'il avait certainement une raison fort peu avouable de ne pas le faire. Donc aujourd'hui, que la France reconnaisse l'État palestinien, euh, au même titre que la Grande-Bretagne d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est purement électoraliste. La grogne en France est en train de monter. On en a parlé déjà, enfin vous en avez parlé déjà tout à l'heure dans la revue de presse euh, avec ce qui pourrait se passer au mois de septembre. Les Français en ont plein d'eau, ils sont pressurisés de partout, la grogne, elle est en train de monter, et à un moment donné, Macron, il va se trouver face à un problème, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir tout le monde sur le dos, et il va essayer de caresser dans le sens du poil une certaine population, justement en reconnaissant, ou en disant qu'il va reconnaître l'État palestinien, de façon à essayer de se ménager une porte de sortie avec ces gens-là pour pas les retrouver dans la rue. Sauf qu'il n'a pas compris encore une chose, c'est que ces gens-là, la France, ils en ont rien à foutre et il les retrouvera dans la rue, qu'ils reconnaissent ou qu'ils ne reconnaissent pas l'État palestinien, simplement parce que parmi cette population, il y a toute une frange qui sont prêts à tout casser juste pour le plaisir de tout casser. On les connaît, on sait comment ils opèrent, on les voit au 14 juillet, on les voit au 31 décembre, on les voit au 1er janvier, et on fait le compte des bagnoles brûlées le lendemain matin. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un calcul purement électoraliste qui se voudrait être quelque chose de pieux, et malheureusement, c'est de l'ingénierie. Voilà, c'est de l'ingénierie sociale, purement et simplement. Merci Cyril Delattre. Allez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, on écoute ce petit bobino et on revient tout de suite après avec vous. La radio, hein, voilà. Et donc, il nous faut aujourd'hui donner notre avis. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site de Radio Courtoisie. Et vous aurez ainsi accès eh bien, à un certain questionnaire vous permettant de donner vos opinions, comme vous le faites fort bien d'ailleurs dans nos émissions. Et on essaie de vous de donner droit le plus possible à vos remarques, observations et autres questions. Le thème du jour dans cette seconde partie d'émission avec Cyril Delattre, c'est justement cet attrait des Européens de l'Ouest vis-à-vis de l'Est, vis-à-vis de la Russie de Poutine. Mon Dieu, comme ce titre peut paraître provocateur par rapport au discours officiel des médias de grand chemin, des médias mainstream, devrait-on dire, mais on ne le dit pas sur Radio Courtoisie, on préfère médias de grand chemin. Donc, euh, il y a eu un décret, Cyril, qui a été édicté il y a un certain temps, dont vous allez pouvoir nous redire quelques mots peut-être, permettant à des étrangers, dont les Européens d'Europe de l'Ouest, dont les Américains, je crois, dont les Canadiens et autres pays qui subissent douloureusement le woke, la propagande woke, la propagande LGBT, eh bien, s'ils ne veulent plus vivre dans cet enfer, d'avoir la possibilité de pouvoir venir s'établir, s'installer dans cette Russie qui ne laisse pas justement cette propagande woke se déverser
dans les esprits, au contraire, protège justement les Russes de cette propagande. Et il semblerait, d'après les premiers chiffres que nous avons, eh bien que ça marche mieux encore qu'on l'imaginait. Est-ce que c'est la véritable inversion des pôles? On le sait, le mur de Berlin, eh bien, on y allait d'est en ouest et pas d'ouest en est. Est-ce que les choses sont en train de s'inverser à ce point? On parle de plus de 1000 ressortissants en quelques semaines, hein, allemands en particulier, les Allemands semblant être souffrir le plus justement de ce déclassement à la fois de l'Allemagne et de cette propagande, quittant bien leur terre natale, leur patrie natale pour aller s'installer en Russie. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu cet aspect et puis le décret présidentiel de Vladimir Poutine sur le sujet? Oui, bien sûr, je vais vous en parler. Alors, juste pour que les auditeurs comprennent pourquoi je suis un peu apte à en parler, il faut savoir que moi, je vis en Russie depuis 2018. Voilà. Je pense à connaître bien le pays. Euh, et c'est pas un secret non plus, ma compagnie russe, mais voilà. Euh, c'est ce qu'on appelle le Lucas 702. En fait, effectivement, le président Poutine, l'année dernière, a signé un décret permettant aux étrangers des pays occidentaux qui souffrent de la propagande LGBT, du wokisme, de la désinformation, de tout ce qu'on veut, de pouvoir, avec un projet qui tient la route, venir s'établir en Russie. Alors, vous savez que pour venir s'établir en Russie par la voie normale, soit on y vient comme touriste, soit on y vient pour travailler, il y a différents types de visas, et une fois qu'on a, donc il y a le VKS, qui est pour les personnels hautement qualifiés, et après on a soit ce qu'on appelle le RVP, soit le VNJ. Le RVP, c'est une résidence temporaire de 3 ans, et le VNJ, c'est la résidence permanente, et après on peut demander la nationalité. Quand on passe le RVP, il y a certaines choses à comprendre, le RVP classique, j'entends. Notamment, il y a des tests de langue, il y a des tests d'histoire de la Russie, il y a des tests de loi. C'est pas extrêmement compliqué. Il ne faut pas avoir fait ni Maths Sup, ni Maths P ou avoir une maîtrise en droit. Ce sont des règles relativement simples, mais c'est quelque chose qui existe. Euh, Au travers de ce RVP 702, euh, ça donne un RVP classique, sauf qu'on n'est pas obligé de passer les tests. Donc, il n'y a pas cette barrière de la langue qui peut être un obstacle à certains pour venir s'établir en Russie. Maintenant, je vais, moi, être très clair. Euh, il est illusoire de venir en Russie si on n'a pas la volonté, de s'insérer dans la communauté russe, et deux, si on n'a pas la volonté d'apprendre la langue. Parce que quand on va dans les services administratifs, tout se fait en russe, bien évidemment. Et le travail se fait en russe aussi. Donc, c'est un moyen qui est mis à la disposition de gens qui refusent de vivre sous le joug du wokisme, de la propagande LGBT, de tout ce qu'on veut, de pouvoir venir se réfugier en Russie et vivre dans un pays où, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, eh bien, il y a la liberté d'expression. Euh, on peut s'exprimer comme on veut. Il y a des choses sur lesquelles, par exemple, alors, on n'a pas le droit, alors je prends un cas très précis, il y a un texte de loi qui dit qu'on n'a pas le droit de critiquer l'armée russe. Ok, très bien. Moi, ça n'empêche pas d'avoir la liberté d'expression. Il y a juste un cadre réglementaire qui dit ben, ça, on n'a pas le droit de critiquer l'armée russe, ce qu'elle peut faire en Ukraine. Ben, s'il y a un texte de loi, on sait qu'on n'a pas le droit d'en parler, donc on n'en parle pas. Si on en parle, on prend un pavé, ben, tant pis, il ne fallait pas en parler. Alors qu'en France, on n'a pas forcément cette liberté d'expression, parce que si on a la liberté d'expression, après l'expression, on n'a plus la liberté, et je suis bien placé je suis bien placé pour le savoir, et je ne suis pas le seul. Euh, la liberté d'expression, en fait, en France, elle n'existe pas. Elle n'est pas écrite dans la Constitution, elle est écrite dans le préambule à la Constitution, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est bien marqué qu'en France, on a le droit de s'exprimer, d'écrire, de penser, de dire ce qu'on veut, mais dans le cadre de la loi. Or, il n'y a aucun cadre de loi. Le cadre de loi, il est fait sur un claquement de doigts quand quelqu'un a dit ah ben non, ça, on n'a pas le droit de dire. Bon, ben, sortez-moi le texte. Ah ben non, il n'y a pas de texte. Ok, d'accord. Bon, voilà. Mais en Russie, on protège ça. On protège
les enfants de toute la propagande LGBT woke. Alors c'est pareil, l'Occident dit que on empêche la diversité, ce qu'on veut, etc. Non. Euh, et tout en étant courtois, je vais être très clair et très cash dans ce que je vais dire. Il y a des homosexuels en Russie. À Moscou, je peux vous donner 3 adresses de boîte aux mots, c'est pas un souci. Ils existent, ils y vivent, mais par contre, ils se promènent pas tous les ans avec une plume dans le cul, en dansant sur des, bah oui, il faut dire les choses comme elles sont, en dansant sur des rythmes de musique effrénés, en étant déguisés, on ne sait pas comment, à 4 pattes par terre, etc. Je fais référence à la Gay Pride. Non, il y a des homosexuels en Russie, il y a des lesbiennes en Russie, mais il n'y a pas de prosélytisme. Et surtout, il ne faut pas mêler les enfants à ça. Voilà. Les enfants sont protégés à ce niveau-là. Alors qu'en France, aller dans les écoles françaises, on emmerde les gamins avec la théorie des genres et ce genre de choses. Programme EVARS au mois de septembre. Exactement. Donc ça voilà. Euh, et ce décret 702, donc cet UCAS 702, fonctionne bien. Il y a beaucoup plus, alors les Français communiquent peu dessus, mais je sais qu'il y a pas mal de Français qui commencent à venir s'y installer sous ce décret. Et par contre, il faut y venir quand même avec un projet. C'est-à-dire que le piège dans lequel il ne faut pas tomber avec ça, c'est de dire ah, j'en ai plein d'eau de la France, il n'y a rien qui avance, etc. Je ne suis pas content, je vais voir en Russie. Oui, d'accord, ok, mais il faut y venir avec un projet quand même. Parce que la Russie, ce n'est pas la France. C'est pas, les Russes ne sont pas des assistés. Ça n'existe pas, ça. Si on vient en Russie en se disant bah, j'aurai les aides sociales, machin, etc., elles restent en France parce que tu ne les auras pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, donc ça, c'est le piège dans lequel il faut absolument pas tomber. C'est un risque aussi de voir un certain nombre de gens qui pourraient se méprendre sur la façon de faire et être déçus. Donc, j'insiste sur ce fait. Les gens qui décident de venir s'établir en Russie sur le cas 702, il faut qu'ils préparent leur migration avec un projet professionnel, qu'ils y réfléchissent en amont, parce qu'une fois qu'ils seront sur place, bah, la Russie, ça reste quand même la Russie. C'est un pays qui est pas, c'est un pays qui est compliqué. Beaucoup de gens pensent que Moscou, c'est la Russie. Moscou, c'est pas la Russie. Moscou, c'est Moscou. Saint-Pétersbourg, c'est Saint-Pétersbourg. Tula, c'est Tula. Tumen, c'est Tumen. Et moi qui connais un peu la République de l'Altaï, je peux vous dire que l'Altaï, c'est pas Moscou. Ce sont deux choses différentes. Euh, donc il faut, c'est pas un pays facile. C'est un pays avec sa culture. Et donc, il faut, avec sa culture, ses traditions, ses religions, parce que c'est un pays multiethnique, là aussi. Et donc, il faut être capable de quitter, que ce soit la France ou l'Allemagne, en mettant de côté tout ce qu'on vous aura dit de mauvais sur la Russie et de venir découvrir par vous-même. Donc, on peut y venir en touriste et puis préparer quelque chose. On peut obtenir un visa de touriste 3 mois avec multi-entrée Mhm. ou une entrée unique. Et on peut aussi avoir le visa électronique. Alors, je rappelle que le visa électronique, la période a été étendue. Avant, c'était 15 jours, 16 nuits. C'est porté à 1 mois maintenant, 30 jours. Donc, ça permet de pouvoir venir voir et de préparer sa migration. Je pense que c'est une excellente chose. La Russie recherche des personnes hautement qualifiées. On en a besoin. On en a franchement besoin. Donc, s'il y a des gens qui partagent les valeurs spirituelles, religieuses, sociales, historiques de la Russie, ces gens-là seront certainement les bienvenus, mais il faut qu'ils se préparent. Il ne faut pas y venir le nez au vent, dire je vais voir et puis on va voir comment ça va se passer. Là, ça risque d'en décevoir un certain nombre. Bien sûr, Cyril. Des auditeurs, des questions d'auditeurs. Allez, profession gendarme annonce, nous dit cet auditeur, massacre de Français et de Canadiens à Dnipropetrovsk. Qu'en savez-vous à propos de troupes de chez nous en action? Vous êtes au courant? Oui, alors il y a plusieurs canaux, euh, étant donné que l'information sur laquelle, enfin, le canal sur lequel j'ai vu cette information, la personne n'est pas là pour pouvoir en parler, donc je ne vais pas donner le nom du canal volontairement.
On me remonte certaines informations en provenance de ce canal. Personnellement, que ce soit moi, que ce soit Christelle, que ce soit Xavier, enfin Christelle Néant de, Christelle Néant, Xavier Moreau, hein. ouais, voilà, tout à fait, ou Yuri Podoliaka ou Raibar, etc. On ne prête pas attention à ces informations qui viennent de ce canal en particulier. D'accord. D'abord parce qu'en plus, il y a aucun croisement de sources possible et il faut quand même rester objectif. Alors, tout en restant objectif, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des personnels étrangers, que ce soit des Français, des Allemands, des Britanniques en Ukraine. On vient de voir d'ailleurs cette merveilleuse opération des forces spéciales russes du côté de Nikolaïev qui viennent d'arrêter, enfin, de faire prisonniers trois individus, trois Britanniques. Il y a deux colonels et un gars du MI6. Enfin, les trois sont du MI6, mais il y en a un qui est plus effectif dans tout ce qui est cyber et IT, apparemment. Les sources ont été extrêmement difficiles à croiser, et pour le coup, c'est normal, vu type d'opération qui a été menée, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver sur la toile assez rapidement. J'ai pas communiqué personnellement dessus parce que je pouvais pas croiser les informations. J'ai d'autres informations qui sont arrivées par d'autres canaux de l'étranger, notamment de Grande-Bretagne, qui me poussent à bien comprendre que c'est une véritable opération et qu'il y a des prisonniers qui ont été faits, Mhm. contact, mais ce n'est pas les seuls. Il y en avait déjà eu avant, on en avait déjà tapé avant dans l'ouest de l'Ukraine, on en a tapé dans un bunker de l'OTAN un peu après avec un Kinjal. C'est absolument pas un secret. Là, pour le coup, on a des preuves physiques, puisqu'il y a des gens qui ont été arrêtés. Et en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que ces, ces officiers du MI6, alors les noms, ça sert à rien, hein, parce que il y en a un qui s'appelle Blake, qui s'appelle Carol, etc. Bon, Blake, on peut, ce sont des noms d'emprunt, hein, le colonel Blake, ou le lieutenant-colonel Carol. C'est pas leur vrai nom, ce sont ce qu'on appelle des noms de guerre. Leur vrai nom, on ne les connaîtra jamais. Ces gens-là ne seront pas échangés. Pourquoi? Parce que ils sont pas ukrainiens, donc ils sont mercenaires. Et le mercenariat tombe dans le droit commun. Et donc ces gens-là ce ne sont pas des prisonniers de guerre. Donc ces gens-là ne seront pas échangés. Je pense qu'ils vont rester très longtemps. Ah, ils sont très bien traités, ça, il n'y a pas de souci. Ils seront bien traités, ils vont être interrogés, débriefés. On verra enfin, moi, je ne saurais pas du tout ce qu'ils vont dire, du reste. Mais les services spéciaux qui s'occupent de ça verront bien ce qu'ils ont à dire et ils seront mis au chaud et conservés pour être jugés et condamnés comme il se doit d'être condamnés pour espionnage. Mis au chaud ou mis au frais, hein, pour conserver, c'est mieux le frais. Ouais, pour conserver, c'est mieux le frais, mais ils seront. Enfin, il faut arrêter de penser que la Russie maltraite ses prisonniers. Elle les traite particulièrement bien. Il y en a même d'ailleurs qui refusent d'être échangés. Il faut faire rester Ah bah, vivants. ils vont peut-être profiter de Lucas Alors, eux, non. 702. Allez. Eux, non. Oui, c'est une Chance. plaisanterie, évidemment. Mais oui, oui, il y en a, bien sûr. Il y a des troupes étrangères. Ça fait très longtemps qu'on le dit. Ça fait très longtemps que l'État français ment sur certains décès de militaires français qui décèdent dans des accidents de voiture au Liban ou alors qui se font percuter par un train en France quelque part sur un passage à niveau, etc. Oui, ou on a eu un accident de randonnée Un dans les accident de randonnée, Pyrénées. voilà, tout à fait, de la part de quelqu'un qui déteste la montagne en plus. Voilà. Il y en a. Et il y a un total de 137 familles connues à ce jour. Euh, les membres de famille sont décédés en Ukraine. Et Combien, dites-vous? 137 familles françaises qui ont perdu des êtres chers. Ça, c'est une source que vous jugez Oui, valable. oui, 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 elle est parfaitement, parfaitement crédible. Ah, parce que vous êtes le premier qui osait un chiffre, hein. Moi, ça fait plus d'une fois que je pose la question, hein. Non, 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 mais ça fait longtemps ça fait longtemps qu'on est au courant.
Euh, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est difficile d'avoir des témoignages. Euh, et puis moi, étant aussi, ne pouvant pas rentrer en Europe, il est hors de question que je puisse avoir accès malheureusement à ces gens-là. Mais il y a il y a au moins il y a deux familles en fait qui ont accepté de parler. Le deal, c'était vous vous taisez ou alors vous touchez pas l'argent. C'est très cru, hein, c'est très résumé, mais c'est exactement ça. Et il y a deux familles qui ont accepté de parler en disant que mon mari était en Ukraine, il était en contrat de 5 ans. Donc, ceux qui connaissent les services français, on sait ce que sont les contrats de 5 ans. Même les contrats de 3 ans, on sait à quoi ça touche. Et donc, ces gens-là sont décédés, mais officiellement, ils n'y étaient pas. C'est pas nouveau, hein. Les Américains en ont aussi, les Britanniques en ont aussi. Il y a encore un gars des forces spéciales britanniques qui est soi-disant arrivé le 30 juillet, qui vient de se faire tuer Mhm. il y a 2 jours. Est-ce qu'il faisait partie du lot britannique qui ont été tués lorsque les forces spéciales russes ont mené leur opération à Outchakov? Euh, Ça, j'en sais rien, mais il faut quand même savoir que il y a eu énormément de pertes britanniques lorsque les forces spéciales ont fait leur opération pour capturer. C'est une opération qui était planifiée depuis plusieurs mois. Les militaires russes étaient bien conscients qu'il y avait des gens qui passaient, et puis Nikolaïev, c'est entre la Crimée et Odessa, donc pour nous, c'est important aussi. C'est une opération qui a été mise en place sur 2 mois, et l'objectif, c'était de rentrer dans le périmètre, de faire prisonnier ces 3 personnes en particulier et de les exfiltrer pour pouvoir les ramener. Tous ceux qui ont tenté de s'opposer à ça, il y avait des SAS britanniques qui étaient là, il n'y en a aucun qui rentreront chez eux. L'opération, elle a duré 10 minutes. On rentre, on neutralise, on fait prisonnier, on exfiltre et c'est terminé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Merci Cyril. Cet auditeur nous dit Monsieur Delattre via téléphone est quasi inaudible, dommage. Alors il est audible. Après, on peut augmenter un peu le son. Après, il faut savoir qu'en effet, et ça c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, mais il faut le dire, de même qu'il n'y a pas de liaison d'avion entre la France et la Russie, même aux pires époques en Union soviétique, il y avait des liaisons. Il faut passer aujourd'hui par Belgrade ou par Istanbul, ou même par les Émirats arabes unis Oui, pour pouvoir arriver en Russie. Mais de même, vous avez des liaisons. Il n'est pas en Zoom, Cyril. Il est en Zoom, justement, Cyril Delattre. Il n'est pas au téléphone. Et il est obligé d'utiliser des VPN. Donc, ça, c'est malheureusement, on ne peut pas obtenir un meilleur son. Euh, Alors, alors, pour le coup, aujourd'hui, je suis pas sous VPN, ah, je suis en liaison directe, mais je reconnais que j'utilise le micro intégré de l'ordinateur ouais, ça, pour c'est parler. génial. Ça. Voilà, je promets d'investir À dans un l'avenir. système. Voilà, exactement. D'autant plus que vous êtes un correspondant régulier, peut-on dire, de géopolitique profonde. Très bien. Je promets de faire amende honorable et pour la prochaine fois, j'aurai un joli micro devant moi qui me rendra beaucoup plus audible. Pardonnez-moi. Très bien. Cette auditrice, Macron pour la Palestine, non mais de qui se moque-t-il, de qui se moque-t-on? Nous ne sommes pas dupes. Bon, bah, cette auditrice n'est pas d'accord avec l'auditrice précédente. C'est son droit. Moi, je laisse l'avis aux uns et aux autres de se faire leur propre réflexion sur le sujet. Y a-t-il, oui, il y a un autre intervenant. C'est un auditeur. Bonjour à tous, toujours un bonheur d'écouter vos chroniques du samedi. Vos interventions me permettent de remettre en question mon point de vue sur l'intervention militaire israélienne. Merci. Concernant les bombardiers, ça vous concerne directement, Cyril. Mhm. Concernant les bombardiers d'eau, effectivement, merci, Monsieur Attal. En revanche, côté technique, il n'est pas si simple de convertir un Airbus A400M en Canadair. Et c'est aujourd'hui avec emport de 12 tonnes comme un Dash 8 et surtout une vitesse trop élevée
en largage. On peut également ajouter que, comme souvent, nos amis états-uniens ont pris notre place dans l'ordre des livraisons de nouveaux Canadair. Deux sont en commande pour la France. C'est dingue, ça. Non, mais on en revient exactement à ce que je disais. Je connais bien la sécurité civile et pour cause. J'ai aussi vécu aux États-Unis et je vois ce qu'on peut faire avec ce genre d'appareil. Euh, Ce qui est un véritable scandale, en fait, c'est que le calcul qui est fait par la France à ce niveau-là, c'est que sur quelle période de l'année utilise-t-on ces avions? Grosso modo, c'est la période estivale. En hiver, il Mhm. n'y a pas ou peu ou jamais de feu de forêt, où c'est rapidement maîtrisable. Euh, donc, pourquoi investir autant d'argent pour quelque chose qui ne servirait que 6 mois par an, bon an, mal an? C'est le calcul qu'ils font. Et donc, au lieu d'investir une bonne fois pour toutes dans du matériel qui permette de pouvoir être autonome, ben, on n'investit pas, on utilise l'argent à d'autres trucs, hein, certainement des choses qui servent absolument à rien en plus, mais on n'investit pas là-dedans. Alors que si on investissait une bonne fois pour toutes dans ces systèmes, on serait autonome et ça permettrait d'avoir une puissance, entre guillemets, une puissance de feu qui serait non négligeable. Avoir, enfin, commander 2 Canadair et n'avoir que 4. Enfin, ouais, il faut quand même être sérieux 2 secondes. On a 12 ou 14 Canadair, il y en a 4 qui sont en service, on en commande 2, et en attendant, Macron nous commande 90 centaures pour aller mettre pour aller maîtriser des manifestants, vous savez, les véhicules blindés de la gendarmerie anti-manifestants, équipés de 12-7 sur le véhicule, et on n'est pas foutu d'avoir des Canadair. Je suis désolé, excusez-moi d'être un tout petit peu vulgaire, c'est du grand foutage de gueule. Mhm. Bien, il nous reste que une petite dizaine de minutes, Cyril, et j'aurais aimé qu'on revienne sur le thème principal de cet attrait des Occidentaux, Oui. finalement, vers la Russie de Poutine. Donc, vous avez bien planté le décor. Moi, j'aimerais savoir, finalement, le, quelle est la raison fondamentale qui pousse aujourd'hui des Occidentaux, selon vous, et après tout, vous êtes vous-même dans ce cas de figure, vers la Russie de Poutine. Est-ce que j'aimerais qu'on développe tout l'aspect versant spirituel. Il y Oui. a une laïcité dans les pays européens, elle est même d'airain, de fer, de plomb, cette laïcité à la française qui, au prétexte de vouloir protéger les religions, les détruisent, cherche à les détruire. Et la première d'entre elles a éradiqué la religion chrétienne, la religion catholique pour la France. Euh, Est-ce que justement, c'est un des attraits majeurs, c'est-à-dire il y a une spiritualité, il y a quelque chose en Russie, et peut-être distinguer d'ailleurs entre les grandes villes et le reste de la Russie d'ailleurs. Ben, d'abord, il faut bien comprendre que la Russie est un pays euh, multiethnique, avec une culture, la culture russe, mais un pays multiethnique. Donc, en Russie, il y a une république indépendante juive, il y a des musulmans, que ce soit les Tatars, les Kirghizes, les Tadjiks, tout ce qu'on veut, etc. À Moscou, il y a 39% de musulmans, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis, il y a l'histoire des anciennes républiques, la Tchétchénie, tout ça, etc. Euh, la Russie, pour moi, c'est l'interprétation que moi j'en ai. Euh, pour certains, la Russie est laïque. Pour moi, la Russie est orthodoxe, hein, mais elle protège toutes les religions. Et en fait, toutes les religions vivent entre elles. Euh, Comment vous expliquer ça? Je vais prendre un exemple frappant. Pour ceux qui connaissent Moscou, il y a la grande mosquée de Moscou qui est juste absolument magnifique. Mhm. Même il faut vraiment aller la voir, elle est vraiment superbe. Moi, j'y étais 2 fois déjà. Euh, le vendredi, cette mosquée, elle est relativement grande, mais elle n'est pas assez grande pour accueillir tous les fidèles. Donc, le vendredi, le jour de la prière, eh ben, faut savoir qu'il y a une partie du boulevard qui est fermée. La police vient, elle met les barrières, c'est fermé, c'est protégé, c'est encadré.
La prière est faite, une fois que c'est fini, les gens sont terminés, on n'en parle plus. Il n'y a pas les esclandres que l'on peut avoir en France à certains endroits avec les prières de rue. Non, chez nous, ça n'existe pas. Mais les gens vivent en bonne intégration. La religion était très présente. Il faut savoir que lorsque l'on veut détruire un pays, on commence par s'attaquer à sa religion. C'est d'ailleurs pour ça que les soviets et les bolcheviks avaient essayé de détruire la religion orthodoxe. Certains étaient baptisés en secret. Vous prenez la grande cathédrale de Moscou, la cathédrale Du Saint-Sauveur, Christ Sauveur, oui, oui, du Christ Sauveur. qui a Alors, été complètement reconstruite. Et je Elle a, crois elle qu'à a, un moment, absolument, elle a été dynamitée, elle a été et- transformée en piscine, piscine, c'est ça. absolument, et elle a été reconstruite complètement, et c'est pareil, elle est absolument magnifique. Elle est sublime. Ouais, Je ouais, l'ai vue lorsque je suis allé en mai à Moscou. elle est vraiment sublime. Mm. Donc les Russes sont multiethniques et ils vivent entre eux, chaque religion, ça se passe très bien. Alors, je ne vais pas dire que de temps en temps, il n'y a pas le pays parfait n'existe pas, la perfection n'existe pas non plus, mais ça se passe vraiment très très bien. Et les Russes sont très attachés à leur spiritualité et à leur religion. On ne verra jamais en Russie les vacances de Noël dénaturées pour les appeler les vacances d'hiver pour faire plaisir à tel ou un tel ou pour ne pas choquer tel autre. Ça n'existe pas chez nous, ça n'existe absolument pas. Les églises sont ouvertes. Euh, En France, quand vous voulez rentrer dans une église, il faut demander la clé déjà, parce que souvent elles sont fermées, surtout dans les campagnes. Mais c'est vraiment une autre culture, c'est une autre façon de vivre. On a des gens qui sont éduqués, tant scolairement qu'avec de l'éducation classique. Euh, mais les Russes sont extrêmement attachés à leur religion. Moi, je suis orthodoxe aussi. Euh, et ça se passe vraiment très bien. Après, quand vous allez dans les campagnes, bah, ça se passe bien aussi, hein. Il y a pas de raison que ça se passe pas bien. Mais il y a cette volonté de la Russie de protéger ses racines, de protéger son histoire. Et ça passe aussi par la religion, quelle que soit votre religion. Euh, Si on commence à faire comme en France, à vouloir détruire la chrétienté, euh, la France est peut-être un pays. Et en France, on confond laïcité et laïcité. On confond la laïcité de l'État par la loi de 1905 et le fait que le clergé ne peut pas régler les affaires de l'État avec la laïcité au sens religieux. Je suis désolé, la France est un pays chrétien à racines chrétiennes. Les papes étaient en Avignon. Euh, c'est pas un pays avec une autre religion. La France doit accueillir et protéger toutes les religions, pourvu que toutes les religions respectent la loi française et la Constitution française. Il est hors de question d'amoindrir notre religion pour satisfaire l'un ou l'autre, ou pour soi-disant protéger, alors que c'est pour détruire. C'est exactement ce qui, sont en train de se passer, ce qui est en train de se passer en France, et c'est ce qui ne se passera jamais en Russie. Jamais. Et Vladimir Poutine est pratiquant, en plus. Euh, Exact, et exactement. Et il a un confesseur il a que les Ukrainiens ont tenté d'assassiner dernièrement encore. absolument que les Ukrainiens ont tenté d'assassiner Mm. dernièrement. Mm. Et pour faire le parallèle avec l'Ukraine, regardez ce qui est en train de se passer en Ukraine. Zelensky est en train de détruire littéralement l'Église canonique orthodoxe parce qu'elle est jugée trop proche de la Russie. Donc, ils sont en train de tout détruire. Ils Ouais. ont tiré des prêtres des monastères. Ils ont volé des œuvres d'art qu'on trouve sur les marchés parallèles, sur le marché noir des œuvres d'art religieuses. Ils ont tenté de virer les prêtres de la Laure de Kiev. La Laure de Kiev, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et ils sont en train de construire une parodie d'église qu'on appelle l'église schismatique,
Ou pareil, les prêtres jugent sur la constitution ukrainienne. On n'a jamais vu ça. Enfin, Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez, Cyril? C'est comme Netanyahou. Zelensky, il est là pour sauver la démocratie et la civilisation occidentale. Évidemment, c'est logique, ce sont les mêmes. exactement, c'est exactement les mêmes. Il y a, c'est dramatique. Hmm. Un auditeur, ce matin, l'invité, alors là je ne suis pas d'accord avec l'auditeur, mais je lance la question. L'invité de M. Stocker invite les Français anti-woke à se réfugier en Russie. Je me demande ce qu'en aurait pensé mon grand-père, parti en 1915, âgé de 19 ans, faire la guerre à l'ennemi de la France. Sauf que l'ennemi, il est intérieur, cher auditeur, aujourd'hui, et que lorsque Cyril Delattre, qui est obligé de s'expatrier, parle aux Français en France aujourd'hui, sur Radio Courtoisie, eh bien, il fait œuvre justement de résistance, me semble-t-il. Oui, oui, c'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Il faut savoir que moi, je ne peux pas rentrer en France parce que, encore une fois, hein, pareil qu'il y a la liberté d'expression en France. S'il y avait la liberté d'expression en France, ben, je pourrais y rentrer. Malheureusement, je suis, de par mes prises de parole, ce que je peux dire, multiples fiches S, euh, et que les Français seraient parfaitement contents de me faire tomber sous le coup de l'article 411-6 à 411-8 du Code de procédure pénale, qui n'est plus ni moins que collusion avec une puissance étrangère en vue de déstabiliser la France. Voilà ce qu'il en est quand on veut dire la vérité. Comme disait George Orwell, et on y est exactement dans ce cas-là, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. On est exactement là. Je prendrai pour exemple, et c'est le Il faut conclure, Cyril. je conclus très L'émission est vite. terminée. Je Voilà. conclus très vite. Je prendrai pour exemple sur la liberté d'expression la vidéo qui est sortie hier avec Ursula von der Leyen qui se permettait d'enguirlander un, un spectateur qui était là, enfin, qui écoutait ce qu'elle disait, qui n'était pas du tout d'accord avec elle et qui le faisait savoir. Et elle lui disait, vous avez de la chance d'être en Finlande parce que si vous étiez à Moscou, vous seriez déjà arrêté. La caméra s'est retournée et le mec était en train de se faire embarquer par les forces de l'ordre. Au Voilà, bout de 30 secondes. au bout de 30 Exactement. secondes. Alors C'est ça. qu'en Russie, ça ne serait pas arrivé. Les gens manifestent en Russie. Hein. Il faut demander l'autorisation, mais comme en France, hein, il y a des autorisations de manifestation à demander. En Russie, elles sont données. Il y a des endroits, c'est même sécurisé. Il y a des gens qui viennent manifester avec leurs enfants. Il y a des portiques, des détecteurs de métaux, des camions qui bloquent les rues pour éviter les voitures béliers, etc. C'est parfaitement bien encadré. Mais si ce n'est pas Merci. autorisé et que vous faites cette manifestation, bah, tant pis pour vous. Voilà, ça s'appelle Merci. l'ordre. Merci Cyril Delatte. Cette émission s'achève. Merci beaucoup de votre intervention dans ce livre journal Géopolitique profonde. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine. On se retrouve pour ce qui me concerne lundi matin dès 7h30 pour les matinales de Géopolitique profonde. Et vous pourrez retrouver maintenant sur Radio Courtoisie, eh bien, Mike Borowski pour le livre journal des controverses. Passez une excellente journée sur Radio Courtoisie. Merci chers auditeurs. Merci Cyril. Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt, j'espère, et bonne journée à tous les auditeurs.